Le vent hurle depuis les montagnes du Taunus, une bête crue et humide qui porte l'odeur du pain et de la boue gelée. Il balaie le champ de parade de la 14e Légion Gemina, faisant claquer les pteruges de cuir sur l'armure des légionnaires et tranchant à travers les épais manteaux de laine de 2 silhouettes, qui se tiennent complètement étrangères au milieu de la géométrie disciplinée du camp romain. Ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des envoyés. Arimir, chef des chattes, resserre son manteau de peau d'ours. Ses jointures sont blanches là où il serre le manche de sa lance cérémonielle, sa tête de fer une feuille sombre contre le ciel gris oppressant. Sa barbe, un enchevêtrement sauvage de rouge et de givre, se raidit à chaque souffle. À ses côtés, Gundahar des Cherusques, un homme dont le clan a autrefois brisé 3 légions romaines dans la forêt de Teutoburg, déplace son poids d'un pied emballé de peau à l'autre. La terre tassée du principiat romain est gelée à cœur, un monde loin du sol souple et moussu de son longhouse. Ils ont été convoqués, pas par l'épée, mais par un parchemin portant le sceau de Gaius Valerius Flaccus, le légat d'Auguste Propréteur. Le nouvel empereur, Titus, cherche à réaffirmer les traités forgés par son père, Vespasien. Rome parle de commerce, de tribut, de paix. Mais ici, entouré d'étendards d'aigle, du bruit rythmique des caligae cloutés sur la pierre et des regards froids et professionnels des centurions, le message ressemble moins à une négociation qu'à un ordre. Un des curions, la crête de crin de son casque teinté d'un cramoisi profond, s'approche. Le convoi du légat est prêt, déclare-t-il en latin guttural, son regard s'attardant sur les lourdes haches des Germains. Vous voyagerez vers le sud, vers Augusta Treverorum. Le voyage est une agression pour leurs sens. Ils sont habitués aux sentiers sinueux et traîtres de la forêt profonde, aux caprices saisonniers des rivières et des marais. Maintenant, ils se retrouvent sur une route, un concept si simple et pourtant si profond. C'est une lance droite et grise de gravier et de pierre, transperçant le cœur de la nature sauvage, ignorant les collines, enjambant les ruisseaux avec des ponts voûtés d'une perfection impossible. Des bornes miliaires, sculptées des titres de l'empereur, décomptent la distance avec une précision implacable. Leur escorte, une cohorte d'auxiliaires venus de Gaule, avance d'une démarche infatigable et synchronisée qui dévore les lieux. Pendant des jours, ils s'enfoncent n'importe plus profondément dans l'Empire. Les forêts s'éloignent, remplacées par des champs organisés, des vignobles s'accrochant aux coteaux et des fermes en pierre aux toits de tuiles. L'air, bien que toujours froid, perd une partie de sa morsure nordique. Mais l'humidité demeure, un froid persistant qui s'insinue dans leurs os. La pluie est une compagne constante, transformant leurs fourrures en fardeaux lourds et détrempés. Enfin, après une semaine de voyage, le convoi franchit une colline surplombant la vallée de la Moselle. En contrebas, niché dans un méandre de la rivière, s'étend un vaste domaine. Ce n'est pas un camp fortifié, c'est une villa, un palais de pierre blanche et de tuiles rouges entouré de jardins soignés, endormi sous le ciel d'hiver. Son ampleur, seule, est à couper le souffle. C'est une déclaration de richesse et de puissance plus puissante que n'importe quelle forteresse légionnaire. Alors qu'ils descendent la dernière pente vers le grand portique de la villa, la pluie s'intensifie. Un déluge froid et misérable. Les cavaliers gaulois qui les guident semblent indifférents. Arimir et Gundahar échangent un regard, un moment partagé d'appréhension et de défi. Ce sont des guerriers des forêts glacées, des hommes qui s'enorgueillissent de leur endurance, de leur capacité à supporter les hivers les plus rigoureux. Ils ont dormi dans des congères et chassé dans des blizzards. Pourtant, en descendant de cheval devant les imposantes portes de bronze de la villa, grelottant dans leur peau mouillée, ils ressentent un froid profond et lancinant qui n'a rien à voir avec le temps. Ils sont sur le point d'entrer dans un monde qu'ils ne peuvent concevoir, un monde où les éléments eux-mêmes ont été domptés, un monde de luxe impossible bâti sur le feu romain.
Les portes de bronze s'ouvrent vers l'intérieur, non pas avec un grincement de métal sous tension, mais avec un pivot doux et silencieux qui témoigne d'une ingénierie magistrale. Les deux chefs sont préparés à l'intérieur d'une grande salle telle qu'ils la connaissent. Un vaste espace enfumé dominé par un foyer central, ses flammes bondissant vers un trou taché de suie dans le toit, l'air épais de l'odeur du bois brûlé et de la viande rôtie. Ils se préparent à un froid caverneux, à peine meilleur que l'air libre. Ce qu'ils rencontrent n'est pas un froid, mais une présence physique. Une vague de chaleur sèche et agréable les enveloppe, une couverture invisible qui arrête le vent net et commence à chasser l'humidité glaciale et profonde de leurs os. Arimir tressaille, sa main allant instinctivement à la hache à sa ceinture. Gundar s'arrête net sur le seuil, les yeux écarquillés, le souffle coupé. L'air ne sent pas la fumée. Il porte le parfum léger et pur du cèdre et quelque chose de floral, comme des herbes séchées. Il n'y a pas de feu rugissant, pas de cendres tourbillonnantes, pas de lumière vacillante. Le vaste atrium est éclairé par des lampes à huile en bronze poli, dont la lueur constante se reflète sur des murs de marbre étincelants veinés de gris et de rose. Le sol est une mosaïque vertigineuse d'un dieu marin luttant contre un kraken, ses pierres colorées si parfaitement ajustées que la surface ressemble à une seule feuille peinte. Et de ce sol, des pierres même sous leurs pieds, s'élève la chaleur impossible. Un homme émerge du jardin péristyle plus profond. Ce n'est pas un soldat. Il porte une fine tunique de laine de pourpre de tir, sa couleur si profonde qu'elle est presque noire, et son visage est rasé de près, ses cheveux méticuleusement huilés. C'est Lucius Cornelius, le procurateur de la villa, l'homme responsable de son fonctionnement impeccable. Il offre une légère et polie révérence qui est plus un geste de condescendance que de respect. Bienvenue, chef des chattes et des chérusques, dit Lucius en latin, clair et érudit. Le légat Valerius Flaccus vous attend. Mais d'abord, il faut vous mettre à l'aise. Le voyage depuis la frontière est rude. Les yeux d'Arimir balayent la salle, cherchant la source de la chaleur. Il ne voit ni brasero, ni foyer intégré au mur. Son regard est attiré par une statue de Mars, une forme de marbre parfaite dont les yeux froids et sans vie semblent se moquer de sa confusion. Il fait un pas hésitant, sa botte enveloppée de cuir faisant un léger bruit discordant sur la mosaïque. La pierre est chaude. Pas brûlante, pas comme une pierre de foyer, mais imprégnée d'une chaleur profonde et persistante qui irradie vers le haut à travers la semelle de sa botte. Il fronce les sourcils, un profond sillon sur son front. C'est de la sorcellerie. Lucius sourit, une expression fine et pleine de savoir. Il voit leur incrédulité. C'est un regard qu'il a déjà vu sur les visages des provinciaux et des barbares. Un mélange d'admiration et de suspicion qui ne manque jamais de l'amuser. « Le froid n'entre pas dans cette maison, » dit-il, leur faisant signe de le suivre. « La civilisation est l'art de commander à la nature, pas de la subir simplement. » Il les mène plus profondément dans la villa, leurs manteaux mouillés dégoulinant sur le sol immaculé, laissant des traînées sombres qui semblent profaner l'espace. Ils traversent un portique soutenu par des colonnes de granit poli, surplombant un jardin central où, même en hiver, des arbustes à feuilles persistantes sont agencés en motifs géométriques parfaits. Pendant tout ce temps, une chaleur constante et douce les enveloppe. C'est un contraste frappant avec le monde qu'ils connaissent, où la chaleur est toujours associée à la fumée, au danger d'une étincelle perdue, à la nécessité de se blottir près des flammes. Ici, la chaleur est simplement présente. Elle fait partie de l'air, fait partie du bâtiment lui-même. Gundar, moins méfiant et plus pragmatique que son compagnon, passe subtilement une main le long d'un mur gainé de marbre. Il est frais au toucher, comme la pierre devrait l'être. Pourtant, l'air à côté est chaud. Le mystère s'épaissit. Il jette un regard à Arimir, dont la main ne s'est pas éloignée de son arme. Le guerrier châti est comme un loup dans une cage dorée,
submergé par des sensations qu'il ne peut traiter, ses instincts hurlant que quelque chose est profondément surnaturel. Avant votre audience avec le légat, reprend Lucius, la voix douce et imperturbable. Vous voudrez bien profiter des termes, pour vous laver de la route et de ses fatigues. Il s'arrête devant une arche qui mène à une autre aile de la villa. L'air qui en émane est encore plus chaud et porte maintenant une légère vapeur. Le légat insiste. C'est la manière romaine. Lucius pointe du doigt le sol sous leurs pieds, une mosaïque différente de dauphins et de néréides. Une merveille, n'est-ce pas? Les fondations elles-mêmes procurent le confort que vous ressentez. Gundahar, enhardi par la curiosité, s'accroupit. Il pose sa paume à plat sur les carreaux de la mosaïque. La chaleur est indéniable, une chaleur constante et pénétrante qui semble émaner du cœur même du monde. Il lève les yeux vers Lucius, ses yeux remplis d'une question qu'il ne sait pas formuler. Comment la pierre peut-elle être faite pour saigner de la chaleur? Lucius les conduit dans l'apoditérium, la vestiaire des thermes. La chaleur y est plus prononcée, l'air plus doux. Des niches sont creusées dans les murs où sont empilées des serviettes de lin soigneusement pliées. Un esclave, un jeune homme silencieux aux traits nubiens, s'approche pour prendre leur fourrure trempée et malodorante. Arimir hésite, resserrant sa prise sur la cape d'ours qui fait autant partie de son identité que sa barbe. S'en défaire, être mis nu dans ce lieu d'un artifice déroutant, lui donne l'impression d'une reddition. Gundahar, cependant, secoue sa peau de loup, sa nature pratique l'emportant sur son malaise. La promesse de se débarrasser de la saleté de la route et de l'humidité glaciale est trop grande. À contre-cœur, Arimir fait de même. Leurs armes sont confisquées, posées avec soin sur un banc de marbre par l'esclave nubien, dont la déférence ne parvient pas à apaiser la vulnérabilité exposée des chefs. Sans leurs haches et leurs lances, vêtus seulement de simples pagnes de lin qu'on leur a fournis, ils se sentent diminués, leur force et leur férocité barbare rendues sans objet au milieu de la pierre polie et de la chaleur sereine. D'abord, le tépidarium, annonce Lucius, les guidant à travers une autre arche. Pour acclimater le corps, la pièce où ils entrent est un chef-d'œuvre de chaleur douce. L'air y est encore plus chaud, mais doux et agréable. La lumière du soleil, diffusée par une haute fenêtre de corne finement raclée, illumine un vaste espace tranquille. Le sol, une autre mosaïque complexe, irradie une chaleur réconfortante qui monte le long de leurs jambes. Un grand bassin peu profond d'eau chauffée scintille au centre de la pièce. Des citoyens romains, marchands et petits fonctionnaires, à en juger par leurs corps souples et sereins, se prélassant sur des bancs de marbre, discutant à voix basse et détendue. Ils jettent à peine un regard aux deux imposants barbares cicatrisés qui pénètrent dans leur sanctuaire. Pour eux, Arimir et Gundahar ne sont qu'une curiosité de plus, un autre rouage de la machine impériale amenée au centre pour traitement. Gundahar, toujours le pragmatique, trempe une main dans le bassin central. L'eau est parfaitement, impossiblement chaude. Il regarde Arimir, un lent sourire s'étendant sur son visage. « C'est de la bonne magie, mon ami », murmure-t-il dans leur langue maternelle. Arimir ne sourit pas. Il arpente le périmètre de la pièce comme une bête en cage, ses yeux scrutant chaque détail, cherchant toujours le feu. Il ne voit ni foyer, ni conduit, rien que des murs scellés et ce sol impossiblement chaud. Son esprit de guerrier, entraîné à évaluer les menaces et à comprendre la mécanique du monde, le levier d'une hache, la trajectoire d'une lance, les propriétés du feu et de la glace, est complètement déconcerté. Cet endroit défie toutes les lois connues. Du tépidarium, Lucius les fait entrer dans la chambre suivante, le caldarium. Le changement est immédiat et saisissant. Ils franchissent le seuil et se retrouvent face à un mur de chaleur et de vapeur si épais qu'il en est presque liquide. L'air est lourd, chaud et humide, s'accrochant à leur peau et leur coupant le souffle. La température est stupéfiante.
plus chaude que la hutte de sueur la plus intense de leur terre natale. La pièce est plus petite, plus intime, son plafond voûté, piégeant les nuages de vapeur tourbillonnante. Un large bain à degrés rempli d'eau bouillante occupe un côté de la pièce, tandis qu'un bassin d'eau froide, le labrum, se trouve dans une niche de l'autre. Gundahar halète, l'air chaud et humide, un choc pour son système. Mais après un moment, la chaleur commence à faire sa magie, pénétrant profondément dans ses muscles, dénouant les courbatures de la longue chevauchée, chassant les derniers vestiges du froid de la forêt. Il s'affaisse sur un banc de marbre chauffé, laissant échapper un long soupir tremblant de pur contentement animal. Arimir reste debout, le corps rigide, la sueur perlant sur son front et se mêlant à la condensation. Il se sent piégé, suffoqué. Cette chaleur intense et désincarnée ressemble à un piège. D'où vient-elle ? Comment une pièce peut-elle être aussi chaude sans un brasier rugissant en son centre ? Il appuie une main contre le mur. Il est chaud au toucher. Le sol sous ses pieds chez nus est presque trop chaud pour y rester confortablement. Il sent une peur primale monter en lui, la peur d'un ennemi invisible, d'une force invisible qui peut générer une telle puissance. Un sénateur romain, un homme corpulent avec une couronne de cheveux gris clairsemés, ricane de son malaise. L'Allemand semble croire qu'il est dans la forge de Vulcain, fait-il remarquer à un compagnon qui rit en signe d'approbation. Lucius, toujours le guide, désigne une petite ouverture grillagée dans le mur près du sol. « La source n'est pas magique, chef, » dit-il, sa voix tranchant à travers la vapeur. « C'est de l'ingénierie. Le souffle de la fournaise coule sous vos pieds et à l'intérieur de ces murs. » Arimir fixe la petite grille. Une chaleur faible et sèche en émane. Le souffle de la fournaise, sous leurs pieds, le concept est si étranger, si audacieux, qu'il ne peut pas le saisir pleinement. Un feu caché sous le monde, sa chaleur acheminée comme de l'eau à travers les os mêmes du bâtiment. Il imagine une grande bête, un dragon de feu et de fumée enchaîné dans la terre en dessous, ses exhalaisons réchauffant ce temple de pierre et de vapeur. L'idée est à la fois terrifiante et magnifique. Il commence à comprendre que la puissance de Rome ne réside pas seulement dans ses légions ou ses routes de pierre. Elle réside dans sa maîtrise des éléments mêmes, un pouvoir qui pourrait transformer le cœur de l'hiver en un jour d'été. Le bain est une révélation. Guidés par des esclaves qui leur grattent la peau avec des strigiles en bronze, leur oignent le corps et les arrosent avec des seaux d'eau parfaitement chauffés, les deux chefs d'État connaissent un niveau de confort physique qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Gundahar s'y abandonne complètement, riant tandis qu'un esclave lui verse de l'eau froide sur la tête depuis le labrum, le choc étant un délicieux contrepoint à la chaleur accablante. Même Arimir, sa suspicion combattant le plaisir indéniable, sent la tension s'estomper de son corps, les nœuds dans ses épaules et son dos se relâchant pour la première fois depuis des mois. La saleté et la crasse de la route, l'odeur incrustée de fumée de pain et de vieux cuir sont lavées, remplacées par l'arôme propre de l'huile d'olive et des herbes. Lorsqu'ils sont enfin conduits hors des bains, enveloppés dans du lin épais et sec, ils se sentent renaître. Leur peau picote, leur esprit est clair, et le monde semble plus net, plus vibrant. Le froid persistant et rongeant qui a été leur compagnon constant depuis qu'ils ont quitté leur patrie forestière a disparu, remplacé par une chaleur profonde et cellulaire. Mais l'esprit d'Arimir n'est pas en paix. Le mystère du feu invisible le consume toujours. Alors qu'ils sont reconduits dans les couloirs de la villa vers le triclinium, où ils dîneront avec le légat, il s'arrête. Il se tourne vers Lucius, son regard direct et inébranlable. « Montre-moi, dit-il, les mots latins simples, un ordre plutôt qu'une requête. » Lucius lève un sourcil, surpris par l'audace du barbare. « Montre-moi quoi, chef ?»« Le feu, insiste Arimir.
La bête que tu as enchaînée sous cette maison. Gundahar regarde son ami, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Faire des demandes à leurs hôtes, montrer une curiosité aussi déplacée, pourrait être considéré comme une insulte. Mais Lucius, après un moment de réflexion, hausse légèrement les épaules, presque imperceptiblement. Le légat n'est pas encore prêt. Un petit détour ne ferait aucun mal, et peut-être impressionnerait davantage ces habitants de la forêt sur la futilité de résister à un empire capable d'accomplir de tels miracles. « Très bien, » dit Lucius, une pointe de théâtralité dans la voix. « Si vous souhaitez voir le cœur de la villa, suivez-moi. Mais ce n'est pas un lieu de confort. » Il les éloigne des opulentes quartiers résidentiels à travers une série de couloirs austères et utilitaires. Les fines mosaïques cèdent la place à de simples dalles, les murs, revêtus de marbre à de la pierre, grossièrement taillés. L'air devient plus frais et maintenant, pour la première fois, ils peuvent le sentir, la faible odeur âcre de la fumée de bois. Lucius déverrouille une lourde porte en bois et les mène dans une volée d'escaliers de pierre, abrupte, menant à la crypte de la villa. Le changement est instantané et spectaculaire. Ils descendent d'un monde de chaleur sereine et civilisée dans une vision dantesque de labeur et de feu. L'air est épais de fumée et de l'odeur de la sueur. Le plafond est bas, une toile d'énormes piliers de pierre, des centaines d'entre eux, chacun d'environ 2 pieds de haut, qui soutiennent le sol des pièces supérieures. C'est la suspensura, le sol surélevé, et l'espace entre les piliers et l'hypocauste lui-même. Au centre de cette cave caverneuse se trouve le préfurnium, le four. C'est une immense arche de briques, rougeoyante d'une lumière orange malveillante. Des esclaves à moitié nus, leurs corps maigres et musclés, leur peau luisante de sueur et striée de suie, le nourrissent d'une alimentation constante de bois. Ils travaillent dans un silence rythmé et désespéré, leurs mouvements éclairés par les flammes rugissantes à l'intérieur. La chaleur ici n'est pas la chaleur douce et omniprésente des thermes. C'est une force brute, violente et oppressante qui brûle la peau et assèche la gorge. Arimir et Gundahar restent figés au bas des marches, hypnotisés. Ils contemplent le cœur secret de la villa, le moteur de son confort impossible. Les flammes rugissent à l'intérieur du four en briques et l'air surchauffé et la fumée, au lieu de monter par une cheminée, sont canalisés horizontalement dans le labyrinthe tentaculaire de piliers. Ils peuvent s'y voir l'air chaud scintiller alors qu'ils circulent dans l'espace sous le plancher, une rivière fantomatique de chaleur, avant d'être aspirés par des conduits d'argile, les tubuli, encastrés dans les murs de la villa. C'est une machine, une vaste machine complexe, crachant du feu. Arimir comprend enfin. L'étage supérieur ne suinte pas de chaleur par magie. C'est le dessus d'un gigantesque poêle plat chauffé par le dessous. Les murs ne sont pas que des murs, ce sont des cheminées transportant le souffle du four dans toute la structure avant de le rejeter sans danger par le toit. Ils regardent le feu rugissant puis les esclaves en sueur, des hommes dont la vie est passée dans cette obscurité étouffante, leur existence entièrement dédiée à nourrir la bête. Ils voient les immenses piles de bois, l'équivalent d'une petite forêt, empilées contre le mur du fond, prêtes à être consommées. Il comprend, à cet instant, l'ampleur des ressources et de la main-d'œuvre nécessaires pour créer le luxe sans effort qu'il vient d'expérimenter. Ce confort, cette civilisation, est construit sur une base de labeur incessant et de consommation vorace. Ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose de bien plus redoutable. C'est un système vaste, organisé et brutalement efficace pour plier le monde à sa volonté. Gundahar secoue simplement la tête avec admiration. Ils brûlent une forêt pour chauffer une seule maison, murmure-t-il, la voix empreinte d'une révérence qui confine à la peur. Arimir ne dit rien. Il fixe simplement les flammes, le visage sombre. Il a vu la source du pouvoir de Rome, et ce n'est ni l'aigle d'une légion, ni le décret d'un empereur. C'est ceci,
la capacité d'enchaîner le feu, d'asservir les hommes pour le nourrir et de construire un monde d'été impossible au cœur de l'hiver. Lucius leur accorde un moment pour assimiler la scène avant de claquer des mains, un son aigu et impérieux qui tranche le rugissement du fourneau. « Assez. Le légat t'attendra. Ce n'est pas un lieu pour les invités. » Alors qu'ils gravissent quelque part les marches de pierre, laissant derrière eux la fumée et la chaleur oppressante, la transition vers le niveau principal de la villa est brutale. L'air redevient pur et sereinement chaud, la pierre rugueuse cédant la place au marbre poli sous leurs pieds. Le monde du labeur et du feu disparaît comme s'il n'avait jamais existé, caché une fois de plus sous un vernis de perfection sans effort. Mais quelque chose a fondamentalement changé pour les deux chefs. Ils ne peuvent plus voir la villa comme un lieu de magie. Ils sentent maintenant la chaleur sur leur peau et connaissent l'immense travail caché qu'il a produit. Le bâtiment n'est plus un mystère, mais une déclaration de puissance. Son confort, un témoignage de la capacité de Rome à organiser, à commander et à consommer. Ils sont conduits au triclinium, la salle à manger. C'est une pièce conçue pour impressionner. Les murs sont recouverts de fresques vibrantes dépeignant des scènes de la mythologie grecque, les travaux d'Hercule, le jugement de Paris. 3 grands divans garnis de riches tissus sont disposés autour d'une basse table centrale en bois d'agrumes, sa surface polie jusqu'à un éclat de miroir. Et toute la pièce est imprégnée de la même chaleur impossible, même à laquelle ils s'attendent désormais. Gaius Valerius Flaccus, légat de la 14e Légion Gemina et gouverneur de la province, est déjà étendu sur le divan central. C'est un homme d'une 40aine d'années, son port militaire adouci par les conforts de sa position. Il n'est pas vêtu d'une armure, mais d'une belle toge blanche à large bande pourpre, le vêtement d'un sénateur. Son visage est intelligent, ses yeux vifs et analytiques. Il fait signe aux Germains de prendre place sur les divans des invités. « Bienvenue, dit-il, son latin formel mais pas inamical. J'espère que vous avez trouvé les bains réparateurs. »« Nous l'avons fait, » répond Gundahar, s'adossant prudemment au mobilier inconnu. Il est étrange et décadent de manger allongé. « Votre hospitalité est redoutable. » Arimir reste silencieux, sa posture rigide même en s'adossant. Son esprit est toujours à la cave, imaginant les esclaves alimentant le fourneau. Il regarde le somptueux étalage apporté sur des plateaux d'argent, paons rôtis, loirs au miel, huîtres de la côte, et ne voit pas seulement de la nourriture, mais une autre partie de la même vaste machine logistique qui chauffe les sols. Une machine qui amène les richesses de l'océan à des centaines de kilomètres, à l'intérieur des terres, qui élève des oiseaux exotiques pour un seul repas, qui déplace des montagnes de bois pour alimenter ses conforts. Le légat remarque le silence d'Arimir. « Votre compagnon est silencieux », fait-il observer à Gundahar. « Notre confort romain ne lui convient-il pas ?»« Il est submergé », répond Gundahar, trouvant une excuse. « Dans nos terres, la chaleur vient d'un foyer que l'on peut voir, d'un feu partagé par tout le clan dans la grande maison. C'est le centre de la vie, la chaleur de la famille, des histoires racontées dans l'obscurité. » Valerius Flaccus hoche la tête, prenant une gorgée de vin dans une coupe d'argent. « Je comprends. Votre chaleur est communautaire, la nôtre est personnelle. Ici, un homme de statut n'a pas besoin de partager sa chaleur avec qui que ce soit. Il peut la commander pour son propre plaisir privé, dans n'importe quelle pièce de sa maison. C'est la différence entre un clan et un empire. Nous avons maîtrisé l'art de l'intimité, du confort individuel. » Les paroles du légat touchent Arimir plus profondément que toute menace de force militaire. Le concept romain lui est totalement étranger. Dans son monde, un grand feu signifiait un chef puissant, un homme capable de subvenir aux besoins de son peuple, un feu autour duquel toute la tribu se rassemblait. Sa chaleur était une mesure de la force et de la sécurité collective, mais ici, la chaleur était un luxe privé, une marchandise thésaurisée par un seul homme dans un palais tentaculaire, généré par le travail invisible des autres. C'était une chaleur d'isolement, pas de communauté. Tout au long du dîner, le légat parle de traités,
de routes commerciales, de tribus à payer en ambre et en peau. Il parle de la Pax Romana, la paix romaine, comme d'un don que l'empereur accorde aux tribus obéissantes. Il leur promet l'accès au marché romain, aux biens romains, à une part de l'immense richesse de l'Empire. Gundahar est captivé. Il imagine son peuple armé d'acier romain, buvant du vin romain, peut-être même avec des ingénieurs romains pour construire un modeste établissement thermal pour son propre village. Il voit un chemin vers plus de pouvoir et de confort pour son clan, un avenir entrelacé avec celui de l'Empire. Arimir, cependant, n'entend que le sous-texte. Il voit le coût des sols chauffés, le prix du paon sur le plat, il voit les esclaves dans la cave, les colonnes interminables de légionnaires sur les routes de pierre, la logique inexorable d'un système qui transforme tout, bois, pierre, hommes et nations entières, en carburant pour sa propre expansion incessante. Il comprend qu'accepter le don de Rome, c'est devenir un autre rouage de leur machine. Échanger la chaleur froide, rude, mais partager du feu du longhouse contre la chaleur confortable, privée, mais isolante de l'hypocauste. C'était un marché qui leur coûterait leur âme. Alors que le repas se termine et que les dernières promesses sont faites, Gundahar sourit, prêt à jurer fidélité à son clan. Le visage d'Arimir est comme un masque sculpté dans la pierre d'hiver. Il a vu les feux cachés de Rome, et il sait, avec une certitude glaçante, que leur chaleur est plus dangereuse que le plus froid des hivers allemands.